Kaïmoa Maneno avec nous. Bruno, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Fabien, bonsoir. Expert en relations internationales et interculturelles. Il y a beaucoup d'agitation chez les voisins. Il a perdu son calme. Il était moins bavard, mais il est très agité. Beaucoup de voyages. Il change. Quand on annonçait autrefois ici, depuis l'arrivée de Yann Kagame dans son sillage sécuritaire, les gens pensaient qu'on racontait un peu nos histoires sur les réseaux. Mais maintenant, là, la défense, changement, la sécurité, changement. Qu'est-ce qui le redoute, le voisin, que renvoient ces signaux? Pour vous, les experts en relations internationales, voilà. Oui, merci Fabien pour l'invitation. Le sujet que nous analysons ce soir est un sujet extrêmement important qui intéresse les experts en relations internationales parce que ce qui vient de se passer au Rwanda peuvent être considérés comme des signes annonciateurs de quelque chose vu la dynamique qu'il y a au niveau de la région du Grand Lac. On a été brutalement surpris de voir que le président Paul Kagame a limogé. Ça, c'est ce que les gens ne le savent pas. Avant de parler d'abord du changement au niveau de l'armée, il a limogé 228 officiers dans un petit pays comme le Rwanda. Limogé 228 officiers militaires. C'est pas quelque chose... pour les renvoyer ailleurs? Il les a renvoyés de l'armée. 228, ça c'est l'information qui vient de la BBC. Même la radio britannique est en train de se poser la question. C'est pas un fake news? C'est pas un fake news. C'est pas un fake news parce qu'il y a des gens qui accompagnent le régime rwandais pour protéger certaines informations. Mais si vous allez sur la page web de la BBC, on va vous dire que c'est quelque chose d'exceptionnel. Il a limogé, donc il les a chassés de l'armée. 228 officiers, pas n'importe qui. Et donc, c'est après... Qui rentrent dans la vie civile ou qui vont faire les champs... On n'a pas si expliqué. Apparemment, il y avait... au Congo-Brazzaville. Bon, peut-être qu'il va les envoyer faire les champs au Congo-Brazzaville ou quelque part, mais c'est quelque chose de très sérieux. Est-ce que ce ne sont pas les agriculteurs qui vont faire les champs quand même? Bon, attendons voir. Mais il a procédé par cet acte-là, mettre hors de l'armée 228 officiers. Et juste après le limogeage, il a procédé au changement du ministre de la Défense. Il a procédé au changement du chef d'état-major. Il a procédé au changement du chef d'état-major terrestre. Et donc, vous comprenez que... C'est lui qui l'a envoyé, comment on appelle, au Mozambique. C'est son fils ou son frère? Je n'ai pas une idée claire sur celui qui a pris le commandement de cette force de l'autre côté au Mozambique. Alors, dites-nous concrètement, pour vous, ce sont les signaux de quelqu'un qui veut un peu plus de perspicacité, plus de résultats, ou il considère qu'il est en train d'être trahi par certains hommes. Kabarebe, il a mis justement comme conseiller à ses côtés pour bien le gérer. Là, il n'y a plus assez de soucis. Kayumba Mwanawasa, lui, en exil, il a déjà fait bouffer Karegeya Karegeya. Alors là, qu'est-ce qu'il le redoute? En fait. Bon, je crois que la peur s'est installée dans la maison. Avant même de parler de cette peur qui s'est installée dans la maison, il faut peut-être aller jusqu'au bout de ce qui s'est passé à Kigali. Et donc, on limoge 228 officiers, on change les chefs d'état-major de l'armée, on change les ministres de la défense, on change les chefs de la diplomatie. Biruta n'est plus, pour les remplacer par une personne qui ne maîtrise pas la diplomatie. Et les analystes disent
on les remplace parce que Biruta commençait à se poser des questions importantes. Parce que Biruta était dans les secrets de Kagame. Et Biruta était en train de réaliser que le régime est en train d'aller droit au mur vers sa fin. Et alors, vous savez, en tant qu'Imé, il ne pouvait qu'à un certain moment commencer à avoir peur dans certaines missions qu'on lui dépêchait. Il commençait à se poser des questions qui commençaient à gêner son chef. Voilà que son chef a décidé de mettre un inconnu dans le milieu diplomatique, une personne, selon les analystes, qui va obéir les ordres qui viendront du président à la lettre, qui ne va pas contester ou qui ne va pas se poser les questions quand on va lui demander d'appliquer la politique étrangère du Rwanda. Mais en politique, vous savez que tout est possible. On peut être rompu, compétent, mais les grands chefs préfèrent toujours, par exemple, un diplomate flexible qui peut jouer le rôle d'un ambassadeur itinérant au lieu d'être un fin diplomate, par exemple, parce que lui-même, il veut justement avoir la part du lion dans ce domaine sur le plan international. Il faut aussi des hommes de confiance. Ce n'est pas seule la compétence et l'expérience qui comptent en des temps difficiles que traverse le régime du Rwanda. Oui, Fabien, mais ce n'est pas la compétence qui compte. Mais on est ici devant une personne, Biruta, qui lui connaissait ce qui s'est passé au niveau de la région, de la sous-région si vous voulez. Et lui connaissant cela... Biruta qui a remplacé Mushikiwabo. Oui, lui commençait déjà à poser certaines questions, à donner parfois des conseils à son chef, et les chefs, lui, n'étaient plus d'accord avec la façon de faire du ministre des Affaires étrangères. Après le changement du ministère des Affaires étrangères, il y a une autre surprise qui vient clôturer ce bouleversement qu'il y a à Kigali. C'est la création du ministère de la Sécurité intérieure. Qu'il n'y avait pas. Il y avait le ministère de la Sécurité pas ce ministère avant. Intérieure en 2016 qui était, c'est pas moi, retiré. Et puis il vient encore de recréer ce ministère. En tant qu'expert, on doit se poser là. Quand on crée un ministère, Fabien, c'est qu'il doit y avoir un besoin. Il y a une nécessité. On ne peut pas créer le ministère de sécurité intérieure lorsqu'il n'y a pas la nécessité de la sécurité intérieure. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur du Rwanda. Il y a un problème au niveau de la sécurité intérieure. Bien évidemment. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on sent que l'homme qui était calme, qui parlait moins, est devenu très agité, il parle partout où il va. Est-ce que ce n'est pas parce que ceux qui l'ont fabriqué lui ont clairement dit qu'il puisse déjà désigner son dauphin et qu'il soit un Hutu modéré, parce qu'il a bien géré, c'est un grand leader. Il faut qu'il prouve qu'après lui, le Rwanda peut continuer à être le Rwanda stable. Donc, il faut un Hutu modéré pour faire oublier justement le calvaire des autres, et que le Rwanda présente une autre image. Ceux qui l'ont fabriqué sont en train de le défaire, mais en lui demandant de désigner déjà son successeur. Or, lui, il a dit, c'est jusqu'au-delà de 2030, je crois 2030 ou 35. Est-ce que ce n'est pas peut-être toute cette agitation à l'interne? Ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des signes annonciateurs, des signes extrêmement importants, parce que après avoir créé le ministère de la Sécurité intérieure, les analystes ou les observateurs ont été attentifs sur la personne qui a été nommée pour gérer ce ministère. C'est pratiquement une personne qui a passé toute sa vie au Burundi et qui connaît mieux le Burundi. Et donc, ce qui démontre que la première peur que Kagame a, c'est vis-à-vis du Burundi, parce que la tension entre le Burundi et le Rwanda n'a pas encore baissé. Ça, ce sont les analyses qui viennent des différents coins. Mais aussi, on dit, s'il a été obligé de réformer l'armée, parce que cette armée est devenue presque incapable de faire face à la résistance qui est à côté congolais. Parce que n'oublions pas une chose,
Kagame tenait à prendre le Rwanda, quoi ça, le Goma. Mais il vient de passer des mois et ces troupes ne savent pas comment avancer pour aller mettre la main sur Goma. À l'interne, ces relais sont de plus en plus mis en évidence. Et puis, voilà. Non, il ne sait plus y avoir des informations. Et puis, côté congolais, côté interne d'abord, dans sa propre armée, il y a des gens qui sont déjà fatigués. Parmi les 228 officiers, il y a quelques-uns qui se disent qu'ils ne veulent plus mener une guerre inutile. Au Congo. Ils ne veulent plus mourir avec des morts parmi les officiers et des hommes des troupes. Il faut que ça soit qu'ils soient enterrés dans la discrétion. Plutôt, dans le secret, viennent-ils de la Centrafrique? Ils viennent de quel front tous ces morts? Ce sont aussi des questions. Au Rwanda, nous avons des sources crédibles où les gens murmurent. Les gens commencent à se poser beaucoup de questions. Pourquoi envoyer les enfants du Rwanda au casse-pipe? Alors, la plupart de ces officiers rwandais qui ont vu ce qui se passe au Congo, qui ont vu la résistance qu'il y a côté congolais, la résistance qui est assurée par nos forces armées, mais aussi la population résistante du Grand Kivu, cette résistance-là est en train de payer et est en train de faire de sorte que l'armée rwandaise est essoufflée. Et alors, en face de cette situation, il y a cette insécurité qui commence maintenant à envahir le Rwanda, ce qui a obligé le président rwandais à créer un ministère spécial de la sécurité intérieure et à vouloir avoir un chef de la diplomatie qui doit pouvoir travailler pour vendre sa politique telle que lui voit cette politique-là. Mais aussi, ça on ne doit pas l'oublier, parce qu'il est en train de préparer l'offensive pour Goma. Et là, on doit rester debout. Ce n'est pas pour rien que les chefs, les ministres de la Défense, là aussi les gens ont commenté sur cette question. Notre ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, est parti inspecter nos troupes qui sont au front sur base des recommandations du chef de l'État. Cette résistance qui est en train de se dessiner, une forte résistance côté congolais, la résistance côté burundais, l'aspect que vous avez évoqué où les Américains, les Britanniques sont complètement en difficulté au niveau d'Ukraine et ils veulent vendre leur image de manière beaucoup plus positive dans d'autres coins du monde, fait que le sanguinaire président rwandais est complètement en difficulté en ces jours. Et donc, il revient à nos autorités de continuer à réfléchir sur la fin de ces régimes. Nous ne sommes plus loin de la fin à la fois du régime rwandais et du vieux Museveni qui est lui déjà à mourant. Donc, il est important dans des officines congolaises que l'on travaille pour préparer l'après-Kagame, pour préparer l'après Museveni et penser une paix beaucoup plus durable et solide. Parce que moi, je ne vois pas la présidente tanzanienne actuelle continuer à soutenir la politique criminelle de Kagame. Je ne vois pas le président Ruto même dans le contexte actuel parce que les Kenyans commencent déjà à lever leur voix. Le président burundais n'a jamais été avec eux. Donc, la communauté est-africaine, elle se voit dos au mur vu ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Donc, il revient à nous, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, de maintenir la pression pour que nous puissions amener ces régimes sanguinaires et criminels à bout des tueries qu'ils continuent à perpétrer dans notre pays. Bruno Kayimwa, je vous remercie pour ces éléments d'analyse qui pourraient souffler avec des propositions concrètes, souffler quelques pistes aux décideurs dans le secteur sécuritaire et de la défense. La nation est sacrée, il faut se battre pour justement réserver pour l'intégrité territoriale. On n'a pas un autre pays, on n'a que le Congo. Bonsoir chez vous. Bruno Kayimwa Maneno, expert en relations internationales,
Il est docteur après ses études à l'université de Bilbao en Espagne. Donc, bon, vous avez compris, les langues aussi influencent. Il est rentré au pays pour être au service de sa nation. Bonsoir chez vous, le journal. Et après, sur Télé 50, retrouvez ce magazine à 23h, demi-heure de Kinshasa. Excellente soirée à toutes et à tous.